Alors, les enjeux de la loi sur la laïcité de l'État, la loi 21, perspective juridique, je vous dis au départ, cette présentation-là a été préparée en lien avec la contestation constitutionnelle de la loi sur la laïcité de l'État, la loi 21, qui a été adoptée en 2019. OK? Madame Hack est une jeune étudiante en éducation et future enseignante qui porte le voile islamique et qui estime que la loi viole, entre autres, son droit à la liberté de religion. OK, c'est très important. Et doit être déclarée inconstitutionnelle par les tribunaux ou subsidiairement que certains articles de cette loi, dont l'interdiction du port des signes religieux, doivent être déclarés inopérants, le tout en vertu de la Constitution canadienne. OK? Ce n'est pas la Constitution du Québec, c'est la Constitution canadienne. Il faut mentionner au départ aussi que la contestation de Manahac, plus plusieurs intervenants qui l'appuient, associations comme la Commission canadienne des droits de la personne, il y a eu 3 autres recours qui ont été joints à cette contestation-là, soit la Fédération autonome de l'enseignement, qui est une petite centrale syndicale dans le domaine de l'enseignement. Eux, ils contestent surtout, ils contestent évidemment la question du voile, mais ils contestent aussi le fait que le ministère de l'Éducation a décidé à un moment donné de faire une espèce de sondage pour savoir quel était le nombre de personnes qui portaient le voile dans l'enseignement. Ils contestent ça aussi. Il y a Mme André Lauzon, qui est une catholique et qui s'est affiliée avec d'autres personnes de d'autres confessions religieuses. Les autres, ils contestent à partir de l'acte de l'Amérique du Nord de 74, de 1774. Ils prétendent qu'en 1774, grosso modo, le gouvernement anglais a fait une entente, l'acte de Québec, garantissant aux Québécois, francophones, aux Canadiens français à l'époque, le droit à la religion. C'est ça qu'ils invoquent. Et vous avez une contestation également de l'English Montreal School Board contre le procureur général du Québec. Les autres, ils disent grosso essentiellement, les commissions scolaires anglophones sont protégées dans la Constitution canadienne et ils doivent permettre de gérer leurs affaires sans qu'on n'intervienne pas dans leurs affaires internes. OK? Ils disent, nous autres, on a le droit, si on veut, là, de permettre à nos enseignants de porter des voiles musulmans parce que nos commissions scolaires anglaises sont protégées par la Constitution canadienne. Grosso modo, dans ce recours-là, dans l'affaire Hack, il y a beaucoup de monde à la messe. Beaucoup de gens. C'est un dossier très important. Deuxièmement, alors, qu'est-ce que la loi sur la laïcité de l'État? J'ai pensé au départ de vous montrer quels étaient les principes les plus importants. Et en commençant par le préambule, OK? Je vais le lire avec vous tranquillement. Considérant que la nation québécoise, ça c'est un mot très, très important, la nation québécoise a des caractéristiques propres, dont sa tradition civiliste, qui est différente du common law, de la common law anglaise, des valeurs sociales distinctes et un parcours historique spécifique, l'ayant amené à développer un attachement particulier à la laïcité de l'État. La laïcité de l'État, ce n'est pas un concept qu'on retrouve en common law, puis je vais vous l'expliquer tout à l'heure. C'est un concept qui vient surtout du droit français, du droit civil qui a été importé au Québec, qui a été reconnu par l'acte de Québec de 1774. C'est un concept francophone, républicain. Ce n'est pas un concept anglophone. Considérant qu'en vertu de la souveraineté parlementaire, il revient au Parlement du Québec de déterminer quels sont les principes et de quelle manière les rapports entre l'État et les religions doivent être organisés au Québec. Ça, là, c'est contesté par Mme Hack et les autres en disant le Parlement du Québec n'a pas la souveraineté, la compétence pour réglementer les relations entre l'État et les religions. C'est uniquement le Parlement fédéral qui a ce droit-là. Comprenez la différence entre les deux? C'est très, très important. Ça veut dire que s'il emporte ce point-là, ça veut dire que nous, comme peuple, on ne peut pas réglementer cette portion-là. Considérant l'importance que la nation québécoise accorde à l'égalité entre les femmes et les hommes, ça, c'est un autre point très, très important de notre mentalité comme peuple distinct à l'intérieur de la Confédération canadienne. L'égalité entre les hommes et les femmes, plus particulièrement au Québec. Hein? Considérant qu'il y a lieu d'affirmer la laïcité de l'État en assurant un équilibre entre les droits collectifs de la nation québécoise.
On parle d'un équilibre entre les droits collectifs de la nation québécoise et les libertés de la personne. Autrement dit, on ne focus pas uniquement sur les droits fondamentaux de la personne, moi, me, je, mais aussi, on dit à la Cour, écoutez, là, il y a des droits collectifs au Québec là, qui existent dans l'histoire. Donc, on vous demande de faire un équilibre entre les deux. Alors, j'ai énuméré les considérants que je trouvais les plus pertinents, mais il y en a d'autres aussi. Bon, les grands principes. C'est quoi les grands principes de la loi sur la laïcité? Ils sont au nombre de 4. Le premier principe, je me permets de le souligner parce que c'est la séparation de l'État et des religions. Je mets un mur ici, là, OK? Je mets un mur. Ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve en France, dans le système de laïcité, mais qu'on ne retrouve pas, pour des raisons que je vais vous expliquer tout à l'heure, en droit anglais. On ne trouve pas ce principe-là, OK? Le deuxième principe, la neutralité de l'État et des religions, ça, on le retrouve en common law anglais, le droit public canadien, en fait. C'est simplement le fait que l'État ne doit pas favoriser ou défavoriser une religion, au dépend d'une autre. Ça, c'est correct. On est d'accord avec ça. L'égalité de tous les citoyens et des citoyennes, ça va aussi. La liberté de conscience et la liberté de religion. Je fais encore une marque ici, là, pour bien dire qu'au Québec, ici, là, dans la loi, on distingue la liberté de religion et la liberté de conscience. On distingue les deux. Vous allez voir plus tard, je le dis ici, là, il est important de mentionner ici que contrairement à la Charte canadienne des droits et libertés, la loi sur la laïcité considère que la liberté de conscience et la liberté de religion sont deux droits distincts. Ce n'est pas du tout la même chose, là. Et non pas un seul droit confondu comme à l'article 2A de la Charte canadienne des droits et des libertés qui amalgame les deux droits dans un seul bloc. Liberté de conscience et de religion. C'est comme si les deux se confondaient. Chez nous, ça ne marche pas comme ça. On fait une différence entre la liberté de conscience et la liberté de religion. Et vous allez voir que la nuance est importante, elle est subtile, mais elle est fondamentale, comme nous verrons plus loin. L'interdiction du port des signes religieux pour certaines personnes en situation d'autorité. Bon, c'est l'article 6 qui, en particulier, est contesté, mais il y a l'article 8 aussi. Mais l'article 6, c'est le port d'un signe religieux est interdit dans l'exercice de leur fonction aux personnes énumérées à l'annexe 2. Ce n'est pas tout le monde qui travaille pour la fonction publique qui a une interdiction. C'est certaines personnes très limitées. Au centre du présent article est un signe religieux, tout objet, notamment un vêtement, un symbole, un bijou, une parure, un accessoire ou un couvre-chef qui est soit porté en lien avec une conviction ou une croyance religieuse, soit vraisemblablement considéré comme référant à une appartenance religieuse. Ça, c'est contesté par Mme Hack et les autres qui disent que c'est trop vague, que c'est imprécis. Alors, c'est un moyen constitutionnel qu'on retrouve dans la jurisprudence canadienne, que lorsqu'une loi est trop imprécise, est trop vague, elle ne peut pas être applicable, donc elle est inconstitutionnelle. Ça, c'est un argument. Alors, l'annexe 2, où on énumère les personnes, dans la loi, on énumère les personnes qui sont visées par l'interdiction de porter un signe religieux. Il y a différentes personnes, je ne les donne pas, mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est le dixième ici, là, le dixième genre de personnes, d'un établissement, directeur adjoint, ainsi qu'un enseignant d'un établissement d'enseignement sous la compétence d'une commission scolaire. OK? Alors, ça vise spécifiquement 9 catégories de personnes, plus les enseignants et les enseignantes. Et à noter aussi que la loi s'applique également à la magistrature, elle s'applique de façon indirecte à la magistrature, dans le sens qu'elle délègue au conseil d'administrature le pouvoir de réglementer leur cours de justice. OK? Et vise également le voile intégral. Le voile intégral, la burqa, Mme Hack conteste ça également. Un des éléments les plus importants que les gens, faut qu'ils comprennent, c'est que le gouvernement du Québec a décidé, pour se soustraire d'une certaine façon à la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, d'utiliser ce qu'on appelle une clause de dérogation. Une clause de dérogation, ça prévoit que le Parlement ou l'Assemblée nationale peut dire à un moment donné, on va adopter une loi, mais on va la soustraire à l'application de certaines libertés fondamentales, notamment la liberté de religion prévue dans la Constitution.
C'est l'article 34 qui le dit de façon spécifique ici. La présente loi ainsi que les modifications qu'elle apporte par son chapitre 5 ont effet indépendamment des articles 2, 7 à 15 de la loi. Pas d'autres articles, seulement ceux-là. 2, c'est la liberté de religion, la liberté de penser, la liberté de croyance, en fait, tout ça. 7 à 15, c'est les garanties juridiques et 15, c'est le droit à l'égalité. Ça, c'est exclu de l'application de la loi, OK? Pour des raisons qui sont en fait politiques, considérant la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, qui avait tendance à vouloir considérer la liberté de religion comme un droit absolu. Donc, le gouvernement du Québec a pris une décision politique, mais cette décision-là, politique, est une décision aussi légale, comme on le voit, parce que au Québec, au Canada, on a une autre charte. Nous, on a une charte au Québec qui a été adoptée en 1977, qui contient beaucoup plus d'articles que la charte canadienne, qui est beaucoup plus complète, beaucoup plus de droits. Mais depuis 82, depuis ce qu'on appelle, on a appelé le repatriement de la Constitution canadienne en 82, sans que cette loi-là ait jamais été ratifiée par l'Assemblée nationale du Québec, c'est important de le dire. Il n'a pas été adopté par référendum ni au Québec ni au Canada. Moi, personnellement, vous me permettez la petite digression, je considère que c'est un coup d'État constitutionnel, cette affaire-là. Cette loi-là, c'est la loi canadienne, la loi constitutionnelle du Canada de 1982, qui est une loi d'Angleterre. OK? La loi constitutionnelle du Canada comprend la Charte canadienne des droits et libertés. OK? C'est très, très important parce que ça a changé le paysage politique, cette adoption, l'adoption de la Charte. C'est ça que Trudeau voulait. Il voulait changer le paysage politique du Canada pour mettre l'emphase sur les droits fondamentaux, individuels des Canadiens au détriment de la collectivité québécoise souvent. Ça va? On continue. La commission, la Charte canadienne des droits et libertés a préséance sur la Charte québécoise des droits et libertés de la personne parce que le Québec est intégré dans le Canada. Alors, en bout de ligne, c'est la Charte canadienne qui s'applique. Ce n'est pas la Charte des droits du Québec, là. Elle a été adoptée en 1977 par l'Assemblée nationale du Québec, simplement parce que toute règle de droit, pourquoi on est soumis à l'arrêt au Canada? Parce que toute règle de droit adoptée au Canada, qu'elle soit provinciale ou fédérale, peut être déclarée inopérante si elle contrevient à la Constitution du Canada, y compris la Charte québécoise. Toute règle, toute loi ou toute règle de droit québécoise est assujettie à la Constitution du Canada et à l'interprétation des tribunaux, notamment de la Cour supérieure, de la Cour d'appel et de la Cour suprême, dont les juges sont tous nommés par le gouvernement fédéral. Ça, c'est important à comprendre. Les juges de la Cour supérieure, devant qui la cause AC est entendue actuellement, a été nommée par le fédéral, par le gouvernement fédéral. Voir ici le paragraphe 52 de la Loi constitutionnelle du Canada qui dit ceci: la Constitution du Canada est la loi suprême du Canada. Elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute règle de droit. Les lois provinciales, les lois fédérales, si c'est incompatible avec la Charte, même pas la Charte, la Constitution du Canada au complet, qui comprend, par exemple, la Constitution de 1867 avec le partage des pouvoirs, toute la quête là. Okay? On continue. L'article 2 de la Charte canadienne des droits et de la liberté se lit comme suit. Chacun des libertés fondamentales suivantes, c'est ce qui nous intéresse en particulier, la liberté de conscience et de religion. Voyez-vous, là, on ne fait pas la différence entre la liberté de conscience et la liberté de religion. On a amalgamé les deux. C'est comme si, dans le temps de l'histoire, la liberté, il y a une explication historique à ça. Dans un temps de l'histoire, surtout 15e, 16e, 17e, 18e, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui ne puisse pas être croyant. C'est aussi simple que ça. Mais moi, on en a parlé plus tard, mais je dis toujours que la liberté de conscience précède la liberté de religion. On ne vient pas au monde avec un voile musulman sur la tête, ni avec une croix dans le cou, mais on vient au monde avec un cerveau qui nous permet d'acquérir la liberté de conscience. Donc, c'est un droit naturel, fondamental, la liberté de conscience. La liberté de religion vient après, par l'éducation, l'environnement, tout ça. On continue. L'article 28, parce que les adversaires de la loi 21
eux autres, ils essaient de trouver toutes sortes de trucs pour empêcher l'application de la clause de dérogation. Comme la clause de dérogation qui a été produite par le gouvernement provincial du Québec s'applique uniquement aux articles 2 et 7 à 15 de la Déclaration canadienne des droits, ils inventent, ils disent qu'ils se fient sur l'article, ils invoquent l'article 28 de la Charte. OK? Parce que cet article 28-là, je vais revenir en arrière, cet article-là, selon eux, ne s'appliquerait pas à la clause de dérogation. Je la lis. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes. OK? Alors, ils se servent de cet article 28-là en disant, regardez, il y a une discrimination contre Mme Hack parce que c'est une femme, parce qu'elle porte le voile, puis elle est traitée différemment des hommes. Mais ça, c'est un peu, je m'excuse de le dire, c'est un peu un argument qui est un peu spécieux. D'ailleurs, le juge Mainville, quand c'est arrivé devant lui la première fois où la contestation pour demander le sursis de la requête a été rejetée, le juge Mainville a dit ceci. Il a dit « Aussi bien que certaines lois aient des effets principalement sur les membres d'un sexe par rapport à un autre, cela ne suffit pas nécessairement que l'on puisse invoquer l'article 28 de la Charte canadienne afin d'invalider celle-ci. À titre d'exemple, la règle imposant le port du casque de sécurité sur les chantiers de construction, qui touche surtout les hommes, vu la démocratie de cette industrie, ne permet pas à un homme de refuser de porter le casque au motif que l'effet de la loi porte principalement sur les hommes. De même, un homme portant un turban ne pourra pas invoquer l'article 28 au motif que le port du casque affecte la liberté de religion des hommes différemment de celle des femmes. Ce n'est pas une question d'égalité d'hommes-femmes, cette affaire-là. Là. Ça veut dire que c'est un article qui vient, c'est un article d'interprétation. Quand un tribunal se prononce sur un sujet qui est corsé, des fois, il est obligé d'aller chercher ailleurs dans la charte des articles qui vont l'aider à prendre sa position. On appelle ça un article d'interprétation. Cet article-là, c'est un article d'interprétation. Ça ne donne pas de droits fondamentaux complémentaires, autrement dit. L'article 27, ça, c'est un autre article qui est utilisé par les opposants à la loi 21, parce que c'est un article d'interprétation également qui aide aux tribunaux à interpréter un problème juridique. Ça se lit comme suit. L'article 27, toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de pouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. C'est important, ça. C'est important là parce que Mme Hack fait partie d'une minorité religieuse. Et c'est dans la Constitution canadienne que les tribunaux doivent favoriser le patrimoine multiculturel des Canadiens. Mais là, on a un conflit là, avec le Québec. Là. Comprenez-vous? Parce que nous autres, on est une grosse minorité, mais on n'est pas reconnu comme une minorité. Là. OK, bref historique. Je fais une bref historique de Hack comme procureur général. Pour vous donner un peu le portrait juridique qui se présente. Le 16 juin 2019, la loi est entrée en vigueur. Le lendemain, dès le lendemain, ils avaient préparé leur affaire depuis longtemps, eux autres-là. Mme Hack dépose une déclaration d'ouverture d'instance pour faire déclarer la loi inconstitutionnelle, en vertu de l'article 52, je vous ai montré. Et subservant, c'est ça qui était terrible, elle a demandé à la Cour supérieure, dont les juges sont émis par le gouvernement, de déclarer inopérants les articles 5, etc., 6, 8, visage couvert, et elle a inclus dans sa demande une requête pour faire suspendre immédiatement les effets de la loi, en attendant que la Cour supérieure se penche sur le fond de cette affaire-là. Malheureusement, pour elle, la Cour supérieure a rejeté sa demande de sursis. Elle a porté cette décision-là en appel, c'est allé devant la Cour d'appel, et là, sa demande a été rejetée aussi, par un jugement de 2 contre 1. Et c'est là qu'est arrivé une chose qui n'est pas très, très éthique. Il y a eu Mme Duval-Esler, la juge en chef de la Cour d'appel, a suggéré à la partie contestatrice, Mme Hack, d'utiliser l'argument de l'article 28, égalité homme-femme. C'est elle qui l'a suggéré. Ça a eu l'effet de déplaire très fortement à l'historien Bégard qui a reproché cette manœuvre-là et qui a déposé une plainte contre elle devant le Conseil consultatif le Conseil canadien de la magistrature. La plainte a été rejetée cependant.
Mme Hack demande à la Cour du Canada, après ça, une fois que son affaire a été refusée à la Cour d'appel, est allée à la Cour suprême, puis elle a demandé l'autorisation de porter en appel cette décision-là. Mais la Cour suprême a dit non. Ça s'arrête là. Le dossier revient devant la Cour supérieure. Et là, il a commencé à être entendu depuis 2 semaines par le juge Marc-André Blanchard, juge de la Cour supérieure, nommé par le gouvernement fédéral, ça va de soi. Lui, on ne connaît pas grand-chose sur le juge Blanchard, excepté qu'il a fait sa carrière en droit des communications. Il travaillait pour Radio-Canada un bout de temps. Et dans le passé, il a accordé une demande de sursis dans une contestation de la loi sur la neutralité religieuse. Vous vous dites, quand les libéraux ont adopté la loi sur le port du voile intégral, là, il y avait un article 10. Ça a été devant la Cour, puis lui, il a accordé le sursis pour empêcher l'application de sa loi-là, puis le gouvernement libéral est obligé de battre en retraite, puis depuis ce temps-là, l'article 10 a été aboli. OK? C'est sur le voile intégral. Alors, on donne une idée un peu du personnage. Ça ne veut pas dire qu'il ne rendra pas une bonne décision. Ça veut dire tout simplement qu'on a un petit peu un indice à ce moment-là. Les principaux arguments évoqués par Mme Hack, quels sont ces principaux arguments-là? Il y en a plusieurs, là, j'en ai relevé une quinzaine, là, mais je me suis contenté d'énumérer les plus importants. OK. Il y en a 4 principaux. Premièrement, la clause de dérogation de la loi sur la laïcité ne s'applique pas à l'article 28 de la Charte. C'est ça qu'elle dit. Le droit à l'égalité des sexes. Elle dit que ça ne s'applique pas. Donc, c'est le droit à l'égalité des sexes. Elle va plaider ça en disant que la clause de dérogation ne s'applique pas. La loi sur la laïcité viole le droit à la liberté de religion. Ça, c'est très important pour nous. On va mettre l'emphase là-dessus. Vous allez voir. La loi ne relève pas de la juridiction de l'Assemblée nationale du Québec, mais du Parlement du Canada, seule habilité à encadrer les relations entre la religion et l'État. J'en ai parlé tout à l'heure. La loi, en ce qui concerne son article 6, vague et imprécis, j'en ai parlé également. Mais on va se concentrer sur le paragraphe 2A, nous autres, la question de la liberté de religion. Pour les fins de cette présentation, je ne vais pas m'attarder sur les motifs 1, 3 et 4, puis je vais me concentrer sur l'analyse de la possible violation du paragraphe 2A de la Charte canadienne, droit à la liberté de conscience et de religion. Il est important de mentionner que le tribunal devra d'abord disposer de tous les arguments constitutionnels qui ont été soulevés par toutes les parties intervenant avant de passer à l'étude du droit à la religion. Si le tribunal décide, par exemple, que la clause de dérogation s'applique, il va mettre fin au débat, là, mais il va être obligé de disposer des autres arguments constitutionnels aussi, là, comme je vous l'ai dit. Avant d'arriver à l'article 2, là, il y a bien des choses à régler, le juge. Là. En clair et en bref, ça va être un travail de titan pour le juge chargé de cette affaire-là. Personnellement, j'ai rarement vu une loi attaquée de façon aussi multiple et diverse que la loi sur la laïcité. C'est un vrai feu d'artifice, ça, constitutionnel. Mais concentrons-nous sur ce qui nous intéresse pour les membres, particulièrement les membres de LPA. Le droit à la liberté de conscience et de religion. Encore là, je l'ai mis ensemble parce que l'article 2 de la Charte amalgame les deux. Jusqu'à maintenant, la Cour suprême a accordé beaucoup d'importance à la liberté de religion. C'est devenu quasiment un privilège. C'est devenu un droit absolu. C'est ma religion. On ne touche pas à ça. C'est fini, c'est terminé. C'est ma religion. OK, j'ai vu une caricature et à un moment donné, on voyait une femme qui était dans une cage avec sa burqa. Puis il y avait une mère de famille, le petit gars demande à sa mère, il dit, c'est quoi ça? La femme dans la cage, elle dit, c'est ma religion. C'est ma religion, c'est tout. OK, on comprend? OK. Alors, lorsqu'une personne comme Mme Hack, dans le présent dossier, demande à un tribunal de déclarer invalide une loi ou de rendre une règle de droit inopérante parce qu'elle viole un droit fondamental prévu à la Charte, le tribunal procède toujours en 2 étapes. Il y a 2 étapes. La première étape, le tribunal exige une preuve minimale de la part de la partie demanderesse que le droit évoqué est un droit prévu à la Charte. C'est normal. En ce qui concerne le droit à la liberté de religion, le test est le suivant. Pour déterminer s'il y a atteinte à l'article 2A de la Charte, la Cour suprême a adopté le critère suivant. Il est établi qu'une mesure contrevient à l'article 2A de la Charte lorsque le plaignant entretient une croyance et se livre à une croyance, pardon, je vais revenir en arrière, j'ai oublié celle-là, OK, se livre à une pratique sincère ayant un lien avec une religion. OK? Juste ça, c'est sincère, mon affaire, c'est ma religion. Le tribunal ne veut pas aller plus loin, ça. La mesure contestée nuit d'une manière plus que négligeable ou insignifiante à la capacité du plaignant de se conformer à ses pratiques religieuses. En ce qui concerne le premier critère,
la Cour suprême a adopté une approche libérale, voire très, très large. Il suffit de démontrer pour la personne demanderesse qu'elle a une croyance sincère, que sa croyance est de bonne foi. J'ai mis entre guillemets celle-là. Entre bonne foi, c'est une façon de parler, c'est un jeu de mots, qu'elle n'est ni arbitraire ni fictive et qu'elle ne constitue pas un artifice. C'est très important. Moi, j'ai suggéré, je vois aussi l'extrait, c'est un arrêt de la Cour suprême qui l'a dit de façon plus précise. De fait, la Cour suprême dit, de fait, dans l'appréciation de la sincérité, le tribunal doit uniquement s'assurer que la croyance religieuse invoquée est avancée de bonne foi, qu'elle n'est ni fictive ni arbitraire et qu'elle ne constitue pas un artifice. Autrement, il ne faudrait rien de moins qu'une inquisition religieuse pour parvenir à découvrir les convictions les plus intimes. Dans cette affaire-là, l'affaire Anne Selem, c'était un monsieur d'une confession juive dans un condominium qui avait installé les fameuses soukas, les cabanes juives, là, où ils font des, je ne sais pas quoi, là, enfin, puis les propriétaires du condo sont allés devant la cour en disant, écoutez, ça n'a pas de sens. Puis là, ils ont fait venir des rabbins pour démontrer que ce n'était pas une exigence religieuse. Mais la Cour suprême n'a pas voulu rentrer là-dedans. Ils ont dit, nous autres, là, on ne veut pas rentrer pour savoir si c'est une prescription religieuse ou pas une prescription religieuse parce qu'on ne va pas se transformer en tribunal d'inquisition religieuse. OK? C'est ça, ça vient de là, cette affaire-là. Fait que c'est ainsi qu'on a un terrain très limité. Quand la demanderesse acte peut être difficilement contre-interrogée sur la question de savoir, à partir d'exemple, si le port du voile est une pression ou non du Coran. On ne peut pas jouer là-dedans. Ils ne veulent pas. La Cour suprême ne veut pas qu'on fasse ça. Bon, par contre, et ceci, je le dis parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord, mais je les respecte. Ce n'est qu'une opinion personnelle. Je pense raisonnablement que la demanderesse aurait dû, elle ne l'a pas été, mais aurait dû être contre-interrogée sur la question de savoir si la croyance religieuse qu'elle invoque, le port du voile islamique, n'est pas en réalité un artifice. Ou pour employer un langage plus direct, si son voile prétendument islamique n'est pas plutôt un voile islamiste. OK? C'est-à-dire qu'il répond à un agenda politique de promotion de la charia dont certaines normes sont incompatibles avec certains droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression, la liberté de croyance et la liberté sexuelle et la liberté des femmes. Il faut être un petit peu naïf de penser, à notre époque moderne, que le voile est en pleine ascension et que ça représente souvent un mouvement politique. C'est pas si j'en avais affaire, par exemple, à une vieille mémé de 90 ans qui porte le voile par culture, ça serait différent. Mais là, on a affaire à une jeune femme. C'est une trame depuis une quinzaine d'années qui démontre qu'il y a une montée de l'islamisme dans le monde musulman. C'est ça que ça montre. Donc, il ne faut pas être naïf. Il faut poser le vrai problème. Moi, j'aurais posé des questions à cette madame-là. Enfin, ceci est d'autant plus important que Mme Hack invoque la liberté de croyance, la liberté d'expression religieuse, la liberté sexuelle et la liberté des femmes, alors que l'idéologie, parce qu'une religion, c'est d'abord une idéologie, ne faisons pas d'idée, c'est une idéologie comme n'importe quelle autre idéologie, alors que l'idéologie dont elle fait de la promotion indirecte par le port du voile n'offre pas ces libertés à ses adhérents. Dans l'islam, là, dans les pays musulmans, la liberté de croyance, elle existe, mais il n'y a pas de liberté de conscience. La liberté d'expression religieuse, elle existe pour les musulmans, mais elle n'existe pas beaucoup pour les autres. Là. La liberté sexuelle, bien, vous savez que ce n'est pas terrible non plus. Hein? La liberté des femmes non plus là, dans les pays musulmans. Alors, elle en plus, elle veut faire carrière dans l'éducation primaire et secondaire dans une société ouverte et démocratique comme la nôtre qui valorise ses valeurs, alors qu'elle a des valeurs complètement opposées. OK? Mais on ne peut pas, on ne veut pas. Il y a des gens qui ne veulent pas y poser des questions là-dessus. Bon. OK, je reviens, excusez-moi, là, je vais revenir en arrière. Et je suis rendu là. OK. Bon, alors, je disais donc que si après la première étape où le tribunal n'a qu'à vérifier la sincérité de la croyance de Mme Hack, s'il arrive à la conclusion que sa croyance est sincère, ce qui va arriver probablement s'il se rend jusque-là, là, il y a un renversement du fardeau de preuve. Là, c'est le fardeau de preuve est renversé, c'est le gouvernement qui doit démontrer que sa mesure est raisonnable. Ça, c'est l'article 1 de la Charte. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont annoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit dans les limites qui soient raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans une société libre et démocratique. Dans cette deuxième étape-là,
Le fardeau de la preuve est renversé. Il appartient au gouvernement de démontrer dans le présent cas que la loi et les règles de droit de la loi sur la CICT contiennent des limites qui sont raisonnables. OK? Qui sont raisonnables et que leur justification peut être démontrée dans le cadre d'une société libre et démocratique. On retrouve, ça c'est important que je vous le dise, on retrouve dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec une clause semblable, mais elle était un peu différente, puis je vais vous montrer avec le pointeur, elle est un peu différente, puis vous allez comprendre pourquoi. La clause 901 de la Charte québécoise dit ceci: les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de la laïcité de l'État. OK? Alors, si on avait juste la Charte québécoise qui s'appliquait, devant un tribunal, le tribunal serait obligé de tenir compte du fait que la liberté de religion s'exerce dans le respect des valeurs démocratiques, de la laïcité de l'État, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. OK? Mais ça n'existe pas dans la Charte canadienne. La laïcité n'est pas mentionnée dans la Charte canadienne. Alors, vous voyez pourquoi c'est important? Alors, suivant. La laïcité d'État a été incorporée à l'article 9.1 de la Charte des droits et libertés du Québec pour permettre aux tribunaux d'examiner ce critère lorsque le gouvernement du Québec doit justifier une limitation aux droits fondamentaux prévus à la Charte des droits de la personne. Mais ce critère n'existe pas, comme je viens de dire dans l'article 1er. Et comme la Charte canadienne ne contient pas ce critère-là, la Cour suprême n'est pas tenue d'en tenir compte et peut s'en tenir uniquement aux critères qu'elle a elle-même déterminés sur l'article 1er. C'est sa vision des choses qui s'impose. Ce n'est pas la vision québécoise, c'est la vision canadienne qui s'impose, tirée du droit britannique. Grosso modo, les critères sont ceux-ci. Ils ont été adaptés dans un arrêt de 1985 par la Cour suprême du Canada. Les critères, quand on examine la deuxième partie de l'analyse, l'objectif, il force les gouvernements à préciser que l'objectif visé par la loi doit être important. C'est-à-dire que ça rapportait des préoccupations sociales urgentes et réelles. Ça, là, les adversaires disent, ben non, c'est pas important. C'est 3-4 madames qui portent le voile. C'est pas urgent du tout, là. C'est pas réel, ça. C'est théorique, là. Comprenez-vous? Bon, enfin, je comprends, oui. Les moyens choisis doivent être raisonnables. OK? Si vous voulez démontrer, justifier que vous attaquez aux droits religieux, vous devez le faire de façon en utilisant des moyens raisonnables, c'est-à-dire conduire une sorte de critère de proportionnalité qui comporte 3 éléments. Les mesures doivent être équitables, non arbitraires, conçues pour atteindre l'objectif et avoir un lien rationnel avec l'objectif. Le moyen choisi doit être de nature à porter le moins possible atteinte aux droits en question. OK? Aïe! Il doit y avoir proportionnalité entre les effets de la mesure restrictive et l'objectif poursuivi, c'est-à-dire que les effets préjudiciables d'une mesure sont, plus les effets sont durs, préjudiciables d'une mesure sont graves, plus l'objectif doit être important. OK? Il est important de mentionner que le terme laïcité n'a pas le même sens en common law britannique, canadien, que dans un pays francophone comme la France d'inspiration républicaine. Ça n'a pas le même sens, ça n'existe pas en anglais. Dans ce débat, comme le mentionne le professeur Rodrigue Tremblay, ce sont 2 conceptions de la laïcité qui s'opposent. Le Québec est une des provinces, dit-il, une des provinces fondatrices de la Confédération de 1867 et la seule à majorité francophone. Et il n'est pas une province comme les autres. Elle n'est pas une province comme les autres, ayant des droits linguistiques et judiciaires différents de ceux des provinces à majorité anglophone depuis plusieurs siècles. Il ne faut pas oublier non plus que les provinces anglophones sont sous le régime britannique de la common law, alors que le Québec est sous le régime du Code civil français. C'est 2 mentalités, 2 cultures différentes. Ce n'est pas la même chose. La séparation de l'Église et de l'État est un principe démocratique fondamental dans la tradition française, je l'ai dit tout à l'heure. Mais dans la common law, parce que la reine ou le roi du Royaume-Uni est aussi le chef de l'État anglican, ce principe démocratique de séparer la politique de la religion est beaucoup moins fort. C'est important de comprendre ça. En common law, le concept de laïcité se réfère à la neutralité de l'État qui est assurée lorsque celui-ci ne favorise ni ne défavorise pas aucune conviction religieuse. En d'autres termes,
lorsqu'il respecte toutes les positions à l'égard de la religion, y compris celle d'en avoir aucune, tout en prenant en considération les droits constitutionnels concurrents des personnes affectées. Ça, c'est leur conception de la neutralité religieuse. On respecte toutes les religions, et par contre, vous pouvez porter des foulards n'importe où, n'importe quand, ou n'importe quel signe religieux, vous pouvez le faire n'importe où, à une cour de justice, porter la burqa, il n'y a pas de problème avec ça. En France, la notion de laïcité implique la séparation de l'État. Ça, j'ai dit, c'était très important. La séparation et des organisations religieuses, et cette notion est soumise à un ordre politique qui est fondé sur la souveraineté du peuple, et non pas fondé sur la présence d'une reine ou d'un roi qui est en même temps chef ou chef de l'Église anglicane et qui tire son autorité de Dieu. Le Canada a hérité de cette conception puisque la loi, la charte de la loi canadienne de 82 fait référence à la suprématie de Dieu et à la primauté du droit. OK? Donc, ça veut dire, je conclue en disant, pour employer un euphémisme, on pourrait dire que Dieu est un petit peu plus présent dans le droit anglais que dans le droit français, et que Sa Majesté la Reine du Canada et chef de l'Église anglicane est un peu moins neutre en matière de séparation de l'État et des organisations religieuses que le président de la République française. OK? C'est deux mondes, deux cultures différentes. D'ailleurs, les hymnes nationaux de ces deux pays sont très différents. God Save the Queen d'un côté et Allons enfants de la patrie de l'autre. C'est pas pareil du tout, là. C'est pas la même chose, là. OK. Je vais terminer cette conférence en vous disant quelques mots du plan de plaidoirie des libres penseurs athées dans le cadre de l'intervention amicale qui a été faite dans l'affaire Hack. La version finale de ce plan a été rédigée par les avocats de LPA, Maître Samuel Deschamps et Maître Marc-André Nadon, et le président de LPA, David Rad, et moi avons participé activement en fournissant recherche, conseils et avis. Ce document sera disponible sur le site atheologie.ca en décembre seulement, par déférence pour la Cour supérieure qui entend présentement la présente affaire. On ne voulait pas le mettre tout de suite. OK? On peut toutefois pour l'instant reproduire la position de LPA, des libres penseurs athées, qui est bien résumée au paragraphe 4 du plan. Premièrement, on dit ceci. L'athéisme est un système de valeurs digne de considération adopté par une minorité importante de Québécois. C'est important de le dire. On est une minorité, nous autres aussi, des athées. Là. On mérite considération, respect. Là. On fait partie du décor. Là. On n'est pas tout seul. Là. La liberté de conscience est un droit à part entière, avec ou sans composante religieuse. L'expression religieuse dans la sphère publique relève plus justement, selon nous, de l'alinéa 2B que de l'alinéa 2A. L'alinéa 2B, c'est la liberté d'expression. Il devrait comporter des limites intrinsèques quant au lieu d'expression appartenant de l'État. Il y a une différence fondamentale entre la liberté de croire, la liberté de croyance qu'on a dans la tête ou la liberté de conscience et la liberté de manifester cette croyance. C'est pas pareil, là. Il y a beaucoup de gens qui sont croyants ou incroyants et puis qui ne le manifestent pas par des signes ostentatoires. Ce n'est pas la même chose. Donc, quand Mme Mac dit « c'est ma liberté de religion », oh, un instant, c'est votre liberté de manifester cette religion-là. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. Ça rentre dans la liberté d'expression, ça. Sur l'athéisme, on souligne tout simplement à la Cour que c'est une doctrine qui tire sa source des Lumières et qu'à compter de l'abbé Jean Méliès en particulier, c'est un ancien curé, Jean Méliès, c'était le premier curé, il a fait un traité là-dessus, il a attendu sa mort avant qu'il soit publié. Il était un peu, comment dirais-je, dénaturé par Voltaire, ça Gilbert pourrait nous en parler sûrement, et autres. La religion a cessé d'être la seule option par défaut de la pensée humaine. Ça, c'est important à comprendre. Et à une époque là, où la religion, c'était la seule option par défaut de la pensée humaine, on ne peut pas s'imaginer que quelqu'un n'était pas croyant. Là. Pour le reste, notre manifeste explique quelles sont nos valeurs humanistes. Il souligne que ces valeurs doivent être respectées au même titre que les croyances. Comme on dit souvent, la liberté des uns finit où commence la liberté des autres. Sur la liberté de conscience qui est reconnue par la Charte canadienne des droits de l'homme depuis 1982, alors qu'elle n'était pas dans la Déclaration canadienne des droits de 1960. Quand on regarde, c'est moi qui l'ai trouvé celle-là, je me suis trouvé bon là-dessus. J'ai fait un petit peu de recherche, j'ai dit, on va aller voir un peu dans l'histoire. Avant qu'il y ait la Charte en 1982, il y avait la Déclaration canadienne des droits de 1960. Et dans cette Déclaration
canadien des droits de l'homme, il n'y avait pas la liberté de religion. Il n'y avait pas de liberté de conscience. Il y avait juste la liberté de religion. OK? Donc, ce qui est un indicateur de plus de l'évolution de la société et du droit, je résume un peu la position de la LPA de la façon suivante. Le droit à la liberté de conscience relève du droit naturel et comprend la liberté de croire et de ne pas croire. J'utilise souvent, vous allez comprendre, je vais utiliser un langage très clair pour dire que lorsque les grands singes en Afrique, au début de l'humanité, sont descendus des arbres, ils ont libéré une partie importante de leur cerveau, qui est le néocortex, parce que tous les êtres vivants ont un cerveau reptilien, un cerveau émotif, mais la troisième partie, c'est le cerveau limbique, pardon, qui siège des émotions, puis le cerveau néocortex, qui siège de la conscience. Et là, à ce moment-là, les êtres vivants ont pris conscience de leur existence, d'une certaine façon, ce que les animaux n'ont pas. Okay? Alors, c'est ça. Donc, la liberté de conscience est apparue avant la liberté de religion. Probablement, dans l'histoire, je ne suis pas un historien ni un anthropologue, mais probablement que dans l'histoire, lorsque les grands singes ont commencé à regarder le cosmos, ils se sont dit, bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comment on va expliquer tout ça? Là? Alors, c'est développer de la religion tranquillement, une croyance en un être ou en des êtres supranaturels ou en une vie après la mort. C'est comme ça que ça a développé. Donc, la liberté de religion est venue après la liberté de conscience. Là. Non pas le contraire. Là. Alors, on continue. Le droit à la liberté de conscience englobe le droit à la liberté de religion, mais l'inverse, ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on dit, nous. Le droit à la liberté de religion ou de croyance constitue le noyau dur de ce droit. Mais la liberté de manifester sa religion, exemple le port du voile, est un droit accessoire qui ne doit pas jouir d'une même protection que le droit à la croyance. Je vais l'expliquer plus tard tout à l'heure. Mais la plus grande prouvaille de ce plaidoyer, ça va faire plaisir à mon ami Jacques Légaré, c'est de dire et d'affirmer que le droit de manifester sa religion ne relève pas du droit à la liberté de religion, de la charte, mais de la liberté d'expression. Les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Là. Le droit à la liberté d'expression religieuse, comme le droit à la liberté d'expression politique, par ailleurs, peut être encadré ou réglementé par l'État lorsqu'elle s'exerce dans un lieu d'expression appartenant à l'État, qu'on peut appeler aussi l'espace civique ou l'espace institutionnel. C'est différent. L'espace civique, l'espace institutionnel, c'est différent de la rue, de l'espace public. C'est l'espace civique, l'espace qui appartient aux institutions. OK? Conclusion. En résumé, ce n'est pas le droit à la liberté de religion de Manama qui est mis en danger par l'article 6. C'est son droit de manifester sa religion par un signe extérieur fort dans un lieu d'expression appartenant à l'État, et plus particulièrement dans le milieu de l'enseignement primaire et secondaire, où le port du foulard islamique, voire islamiste, qui semble être imposé aux femmes par une prescription coranique, on ne sait pas, est difficilement conciliable avec le principe d'égalité des sexes, et avec le message de tolérance, de respect d'autrui et surtout d'égalité, de non-discrimination que dans une démocratie, tout enseignant doit transmettre à ses élèves. Le voile, la religion, c'est dans la tête, c'est pas sur la tête. Et la religion, c'est une idéologie. Et on transmet cette idéologie-là par des signes. C'est ça qui se passe, là. OK? Même si le droit européen et le droit international ne s'appliquent pas automatiquement au droit canadien, à moins d'avoir été incorporé, il est quand même utile de s'en servir comme règle d'interprétation. Je termine avec une citation de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Dalab contre Suisse. C'était justement le cas d'une enseignante qui voulait enseigner avec un voile musulman. Voici ce que la Cour a conclu. La Cour admet qu'il est bien difficile d'apprécier l'impact qu'un signe extérieur fort, tel que le port du foulard, peut avoir sur la liberté de conscience et de religion d'enfants en bas âge. En effet, la requérante a enseigné dans une classe d'enfants entre 4 et 8 ans, et donc d'élèves se trouvant dans un âge où ils se posent beaucoup de questions, tout en étant plus influençables que d'autres élèves se trouvant dans un âge plus avancé. Comment, dès lors, pourrait-on, dans ces circonstances, dénier de prime abord tout effet prosélytique que peut avoir le port du foulard dès lors qu'il semble être imposé aux femmes par une prescription coranique qui, comme on le constate le tribunal fédéral, est difficilement conciliable avec le principe d'égalité des sexes.
Aussi semble-t-il difficile de concilier le port du foulard islamique avec le message de tolérance, de respect d'autrui et surtout d'égalité et de non-discrimination que dans une démocratie, tout enseignant doit transmettre à ses élèves. C'est une... Hein, comprenez la position, là? Je termine en faisant... J'ai pensé aux poupées russes. Je pense que Gilbert et d'autres savent c'est quoi les poupées russes. Une grosse poupée, puis ils ouvrent la tête de la poupée russe, puis il y a une plus petite poussée, poupée, etc. On peut en mettre jusqu'à 10-12. D'un côté, j'ai mis les droits fondamentaux des citoyens, et de l'autre, j'ai mis ce que je pensais être le niveau d'intervention d'un État démocratique. OK? Au premier niveau, on trouve le droit à la liberté de conscience. Le niveau d'intervention d'un État démocratique dans le droit à la liberté de conscience est plutôt nul, à moins d'être un État fasciste. Tu ne peux pas dire aux gens, écoutez, vous n'avez pas le droit de penser de telle façon, de telle façon, de telle façon. Regarde, c'est nul, ça. On n'intervient pas là-dedans. Même affaire de droit à la liberté de religion, de croire, c'est difficilement pensable qu'un État puisse dire, écoutez, vous n'avez pas le droit de... Ça se fait. Dans les pays musulmans, c'est un peu ça, d'une certaine façon. On vit dans une théocratie. Si vous ne croyez pas à Allah, là, vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité que si vous croyez à Allah. Là, hein? Bon, en tout cas, nous, on est dans un pays supposément démocratique. Moi, j'ai mis nul. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire non, on devrait le faire. En tout cas, oui. C'est une appréciation personnelle, ça. Troisième niveau, le droit de manifester sa croyance dans l'espace privé. J'ai mis 5.5 parce que je me dis, bon, même si c'est dans l'espace privé, il peut arriver des fois, si tu construis une cabane juive à l'intérieur de ta maison et tu empêches ton voisinage, bien, ça ne va pas empêcher la municipalité de te poser des questions et t'empêcher de le faire. Donc, il y a un niveau d'intervention à ce moment-là, même si c'est dans l'espace privé, tu n'es pas là d'empoisonner tes voisins, là. Comprenez ce genre de... Donc, la liberté de religion dans l'espace privé, l'État peut intervenir un petit peu là-dedans, par le biais des municipalités, par les permis, etc. Quatrième niveau, droit de manifester sa croyance dans l'espace public. Exemple, la burqa. Bon, le problème est différent du foulard, parce que le burqa, il y a des questions d'ordre public, de sécurité. Tu as bien affaire aux gens qui ont le visage couvert. C'est une question de gros bon sens. Donc, le niveau d'intervention de l'État, à mon avis, est un petit peu plus élevé. J'ai mis un. Cinquième niveau, droit de manifester sa croyance dans les lieux de culte. OK? Encore là, l'État peut intervenir dans les lieux de culte parce qu'il y a des règlements municipaux à respecter aussi. Là. On ne peut pas construire n'importe comment. Il y a des normes de construction à respecter. Donc, il y a un niveau d'intervention de l'État. Okay? Sixième niveau, droit de manifester sa croyance pour certaines personnes en situation d'autorité dans l'espace public. Les policiers, par exemple. Et là, ça va de soi. Hein? Si on commence à permettre aux policiers de porter un turban tir, une kippa sur les lieux du travail, bien, quand le policier qui porte une kippa va arrêter, va se promener dans un quartier musulman, bien, ça va être un petit peu plus difficile, là, on se comprend. Ça ira pas très bien, là, et vice-versa. Là, hein? Septième niveau, droit de manifester sa croyance dans l'espace civique ou un lieu appartenant à l'État. Ça, c'est une distinction qu'on invite la Cour suprême, mais pas la Cour, mais les tribunaux à faire, là, de distinguer l'espace public, la rue, les parcs et l'espace civique, le lieu des institutions de l'État, les lieux qui appartiennent à l'État, l'Assemblée nationale, les palais de justice, plein de choses. Là. Hein? C'est pas pareil, c'est pas la même problématique. Là. Il y a un problème. Donc, le lieu d'intervention, à mon avis, est un petit peu plus élevé. J'ai mis 3. Huitième niveau, droit de manifester sa croyance dans l'espace civique pour certaines personnes en autorité. Encore là, c'est une autre problématique. Là, la loi, mais il faut dire aussi que la loi 21, elle se limite à certaines personnes en autorité. Ça ne s'applique pas à tout le monde. La madame musulmane qui travaille dans un hôpital, elle n'est pas empêchée de porter son voile, là, hein, on se comprend. Mais pour certaines personnes en autorité, entre autres dans l'enseignement, le niveau d'intervention, à mon avis, est un petit peu plus élevé. J'ai donné 4. Et enfin, dernier niveau, droit de manifester sa croyance dans l'espace civique dans un milieu stratégique comme l'éducation primaire et secondaire. C'est un milieu stratégique parce que c'est là qu'on forme les futurs citoyens. Là.
OK? Et puis, il y a des parents qui sont athées, il y a des parents qui ne sont pas musulmans, il y a des parents qui ne sont pas catholiques, il y a des parents qui appartiennent à diverses concessions, qui peuvent être particulièrement froissés de voir que leurs enfants sont éduqués par des personnes sont de confessions différentes. Comprenez-vous? Alors, c'est un peu ce que j'essayais de vous démontrer que, dans le fond, quand Mme Mac dit que son droit à la religion est violé, c'est pas vrai. Parce qu'elle ne fait pas les nuances qu'il faut faire. Alors, ça, je termine ma conférence.